Ma fiancée s'est moquée de moi, en me disant, comme c'est mignon, cette jalousie quand je vois mon ex. On dirait que tu ne es pas fait pour être époux, c'est juste pour t'entraîner. Je suis resté silencieux. Quelques jours plus tard, ses affaires étaient emballées dans des cartons, et apportées chez son ex. Je m'appelle Nolan. J'ai 33 ans, et je travaille comme chauffeur-livreur, à Columbus, dans l'Ohio. La plupart de mes journées commencent tôt. Je charge le camion vers 6 heures du matin, et je passe le reste de la journée à transporter des colis, d'un bout à l'autre de la ville. Ce n'est pas un travail prestigieux. Mais cela paie mes factures, et me permet d'avoir un emploi du temps prévisible. J'ai rencontré ma fiancée, Violet, il y a un peu plus de 3 ans. Elle a 29 ans, et travaille comme boulangère dans un café local, qui s'anime bien avant le lever du soleil. Ses journées de travail commencent généralement à 4 heures du matin, ce qui signifie que, la plupart du temps, elle est déjà au travail avant même que je ne quitte l'appartement. Nous nous sommes fiancés l'hiver dernier, après avoir vécu ensemble pendant environ 1 an et demi. L'appartement est techniquement le mien, puisque j'ai signé le bail avant notre rencontre, mais nous partagions le loyer et les charges, à parts égales. Nous organisions doucement un petit mariage, pour l'automne prochain. En apparence, notre vie était plutôt ordinaire. Mon travail m'occupait la majeure partie de la journée. Violet, elle, avait des horaires matinaux très rudes, mais elle adorait ce qu'elle faisait. Les soirées étaient généralement calmes. Un dîner à la maison, parfois un film, et parfois des sorties avec des amis, le week-end. Mais il y avait un détail constant, qui ne disparaissait jamais tout à fait. Son ex. Il s'appelle Gabriel. D'après Violet, ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, avant de se séparer peu de temps avant qu'elle ne me rencontre. Elle décrivait toujours cela comme une rupture amicale. Simplement 2 personnes se rendant compte qu'elles étaient plus heureuses en tant qu'amies. Au début, je ne me suis pas posé de questions. Tout le monde a un passé. Cette partie-là semblait normale. Ce qui a commencé à me paraître étrange, c'était la façon naturelle, presque anodine, dont Gabriel restait présent dans sa vie. Son nom revenait dans les conversations, bien plus souvent qu'on ne l'aurait cru. Parfois, c'était de simples comparaisons. Un restaurant que Gabriel aimait bien. Une anecdote sur quelque chose qu'ils faisaient ensemble. Une remarque sur le fait que Gabriel, lui, comprenait toujours son emploi du temps stressant, à la boulangerie. La première fois que je lui ai fait remarquer qu'elle parlait beaucoup de lui, Violet a réagi comme si je venais de dire une absurdité. Elle a ri, et a dit que les hommes confiants n'étaient pas perturbés par les relations passées. Alors, j'ai laissé couler. Pourtant, au cours des derniers mois, quelque chose dans cette situation continuait de me déranger. Pas de manière dramatique, mais juste assez pour que je commence, de mon côté, à y prêter plus attention. Violet continuait de voir Gabriel pour un café, toutes les quelques semaines. Elle insistait sur le fait que c'était inoffensif, juste 2 personnes restées amies, après une rupture. Puis, il y a environ 2 semaines, elle a dit quelque chose, pendant le dîner, qui a changé ma façon de voir les choses. Elle n'a pas crié. C'est à peine si elle a levé les yeux de son téléphone, en prononçant ces mots. Elle m'a dit que c'était adorable, de me voir si jaloux chaque fois qu'elle voyait Gabriel. Puis, elle a ajouté que des réactions comme la mienne montraient clairement que je n'étais pas encore mûr pour être un mari, et que je servais plutôt d'entraînement. Je ne me suis pas disputé avec elle, mais c'est précisément à ce moment-là que j'ai arrêté de penser au mariage. Je n'ai pas réagi à ce que Violet a dit ce soir-là. Il n'y a pas eu de dispute, ni de ton qui monte. J'ai fini de dîner, j'ai rincé mon assiette, et je me suis couché à l'heure habituelle, car je devais toujours charger mon camion à 6 heures du matin. Mais cette remarque m'a accompagné pendant ma tournée, le lendemain. Le travail de
Livreur laisse beaucoup de temps pour réfléchir. Des heures dans les embouteillages, de longs trajets entre chaque arrêt, et personne autour pour interrompre vos pensées. En milieu de matinée, j'avais déjà pris une décision, en silence. Je n'allais pas me disputer au sujet de Gabriel. Je n'allais pas non plus essayer de prouver que j'avais l'étoffe d'un mari. J'allais, tout simplement, arrêter de préparer ce mariage. La première chose que j'ai faite a été de vérifier les notes enregistrées sur mon téléphone. Violet aimait organiser les choses, mais c'est moi qui gardais la trace des acomptes et des contacts. Les lieux de réception, les options de traiteur, un photographe indépendant qu'elle aimait bien, et la pâtisserie qu'elle prévoyait d'utiliser par le biais de son travail. La majeure partie de tout cela n'était encore qu'à un stade préliminaire. Rien d'important n'avait été payé, mais quelques petits acomptes avaient déjà été versés. Pendant ma pause déjeuner, dans le camion, j'ai commencé à passer des appels. La responsable de la salle a répondu en premier. Je lui ai dit que nous devions annuler la réservation provisoire. Elle m'a demandé si tout allait bien, et je suis resté simple. Les plans ont changé. Plus besoin de bloquer la date. Elle a confirmé l'annulation, et m'a précisé que le petit acompte de réservation ne serait pas remboursé, ce à quoi je m'attendais. Je lui ai dit que cela ne posait aucun problème. Ensuite, j'ai appelé le photographe que Violet appréciait. Pour celui-là, c'était encore plus simple, car nous n'avions planifié qu'un simple entretien. À la fin de ma tournée, cet après-midi-là, 3 projets différents liés au mariage avaient discrètement disparu. Je n'ai rien dit à Violet. Il n'y avait, pour l'instant, aucune raison de le faire. Ce soir-là, elle est rentrée de la boulangerie, sentant le sucre et le grain d'expresso. Elle a posé son sac sur la chaise, et a commencé à parler d'une nouvelle idée de pâtisserie qu'il testait au travail. Gabriel est encore réapparu, à un moment de l'histoire. Apparemment, il était passé au café, ce matin-là. Violet l'a mentionné sur le même ton que si elle avait croisé un voisin. Puis, elle m'a lancé un léger sourire narquois, en me disant de ne pas m'inquiéter, car elle savait que j'étais sensible à ce genre de choses. J'ai hoché la tête, et j'ai continué à dîner. Elle pensait que la conversation de la veille s'était terminée sur sa propre victoire. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'il n'y avait plus de dispute du tout. Le mariage, dont elle parlait encore avec désinvolture, commençait déjà à s'effacer, morceau par morceau. Au cours des jours suivants, j'ai continué à régler les choses, en toute discrétion. La plupart des gens s'imaginent que la fin de fiançailles est un moment dramatique, une grande confrontation, avec des cris, et quelqu'un qui claque la porte. La vraie vie, en général, avance plus lentement que cela, surtout lorsque la logistique s'en mêle. Et la logistique, c'était précisément ce à quoi je pensais. L'étape suivante, c'était la bague. Ce n'était pas un énorme diamant clinquant, mais elle avait tout de même coûté assez cher pour que je ne veuille pas jeter cet argent par les fenêtres. Je l'avais acheté chez un bijoutier local, environ 5 mois auparavant. Un matin, avant de commencer ma tournée, je me suis arrêté à la bijouterie, pour me renseigner sur leurs conditions de retour. La femme au comptoir m'a reconnu immédiatement. Les petits commerces ont tendance à se souvenir des personnes qui achètent des bagues de fiançailles. Je suis resté simple dans mes explications. Les projets avaient changé, et je voulais connaître mes options. Le délai de retour était, techniquement, dépassé. Mais, comme la bague était toujours en parfait état et achetée récemment, ils m'ont proposé un avoir ou un remboursement partiel. J'ai choisi le remboursement. Cette discussion a duré, peut-être, 10 minutes. Quand je suis retourné au camion, la bague de fiançailles, que Violet portait encore tous les jours, n'existait déjà plus, financièrement parlant. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison, d'une humeur exceptionnellement bonne.
Apparemment, Gabriel était encore passé au café, ce matin-là. Violet l'a mentionné d'un ton détaché, tout en sortant de son sac un plateau de restes de pâtisserie, pour le poser sur le comptoir. Elle a ri en racontant l'anecdote, comme s'il s'agissait d'un divertissement léger. D'après elle, l'un des autres boulangers lui avait demandé, en plaisantant, si Gabriel était son petit ami, vu la fréquence de ses visites. Violet trouvait cela désopilant. Puis, elle m'a regardé, avec cette même expression suffisante que je lui connaissais, et a prononcé une phrase qui m'est restée en tête. Elle m'a dit que cela devait me rendre fou, de savoir que d'autres personnes s'imaginaient encore qu'elle et Gabriel allaient ensemble. Elle ne l'a pas dit méchamment, ni en criant. C'était plutôt comme si elle testait mes limites, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Je n'ai pas réagi. J'ai pris l'un des croissants de la boîte, j'ai mordu dedans. Et j'ai hoché la tête, comme si cette histoire m'effleurait à peine. Pourtant, au fond de moi, la décision prise plus tôt dans la semaine s'ancrait, de plus en plus fermement. À ce stade, le mariage n'existait déjà plus. La bague était remboursée, et Violet continuait de faire comme si le seul problème dans notre couple était ma prétendue jalousie. Elle n'avait aucune idée, bien sûr, que j'étais déjà en train de préparer la dernière étape. À la fin de cette semaine-là, j'avais pris ma décision sur la façon dont les choses allaient se terminer. Il me fallait juste gérer cela, proprement. Le point principal concernait l'appartement. Comme je l'ai dit plus tôt, le bail était à mon nom. Violet s'était installée ici, il y a environ 1 an et demi. Après que son ancien propriétaire a augmenté son loyer. Nous partagions les frais, équitablement, mais, sur le plan légal, ce logement restait le mien. Cela avait toute son importance, car cela signifiait que je n'aurais pas à négocier les conditions de vie, une fois les fiançailles rompues. L'occasion s'est présentée le mardi suivant. Violet avait une longue journée de travail à la boulangerie, ce jour-là. Habituellement, elle quittait l'appartement vers 3h30 du matin, et ne rentrait qu'en milieu d'après-midi. Cela me laissait une bonne partie de la journée. J'ai pris un jour de congé. Dès qu'elle est partie, j'ai préparé du café, et je me suis assis à la table de la cuisine, pendant quelques minutes, simplement pour réfléchir à l'ordre des étapes. Pas de drame, juste une méthode. D'abord, j'ai pris quelques cartons de déménagement vides dans le débarras. Ensuite, j'ai commencé à faire le tour des pièces, l'une après l'autre. Je n'ai emballé que les affaires de Violet, ses vêtements, qui étaient de son côté d'eux. La penderie, ses chaussures, posées sur l'étagère près de l'entrée, sa trousse de maquillage, dans la salle de bain, la pile de livres de pâtisserie qu'elle gardait à côté du canapé, le chargeur de son ordinateur, ses couvertures de rechange, et les petites plantes, disposées sur le rebord de la fenêtre. Rien n'a été jeté en désordre. Rien n'a été abîmé. Tout a été plié, ou emballé. Avec soin. En fin de matinée, 6 cartons étaient ainsi alignés, près de la porte d'entrée. La dernière étape nécessitait un court trajet en voiture. Gabriel habitait à environ 15 minutes de là, dans un petit lotissement de maisons de ville. Dans les quartiers. Je connaissais son adresse, car Violet avait mentionné s'y être rendu plus d'une fois, lorsqu'il prenait un café dans les environs. J'ai donc chargé les cartons à l'arrière de mon camion, et j'ai pris la route. Quand Gabriel a ouvert la porte, il a semblé confus pendant 2 secondes. Puis, ses yeux se sont posés sur les cartons. Je suis resté calme, et j'ai gardé la conversation simple. Je lui ai dit que Violet allait probablement loger chez lui, à partir de maintenant. Ses affaires étaient dans le camion, et je les lui déposais, pour qu'elle n'ait pas à se soucier du déménagement plus tard. Gabriel m'a regardé comme s'il cherchait à savoir si je plaisantais. Ce n'était pas le cas. En moins de 20 minutes, chaque carton était déposé dans son entrée. Après cela, je suis rentré chez moi. Il restait encore environ 4 heures de travail à Violet, et, pour la première fois depuis longtemps,
l'appartement semblait de nouveau paisible. Violet rentrait habituellement de la boulangerie entre 14h et 15h, selon l'affluence au café. Ce jour-là, j'étais assis à la table de la cuisine, quand j'ai entendu sa voiture entrer sur le parking. Tout, à l'intérieur de l'appartement, était déjà réglé. Ses vêtements n'étaient plus là. Ses effets personnels avaient disparu. Les plantes qu'elle aimait avaient été enlevées, elles aussi. Même les ustensiles de pâtisserie supplémentaires, qu'elle gardait dans un des placards, avaient été emballés et déposés plus tôt ce matin-là. L'endroit semblait, visiblement, libéré d'un poids. Lorsqu'elle a ouvert la porte, sa première remarque a été de dire que la cuisine sentait bizarrement le vide, sans cette odeur habituelle de pain et de sucre qu'elle rapportait du travail. Puis, elle s'est arrêtée de parler. Il lui a fallu à peine 3 secondes pour remarquer les changements. Ses chaussures avaient disparu du meuble de l'entrée. Le manteau qu'elle jetait habituellement sur la chaise n'était plus là. La pile de livres de pâtisserie, à côté du canapé, manquait également. Elle s'est retournée lentement, pour me regarder. Au début, elle a pensé que j'avais fait le ménage, ou réorganisé les affaires. Puis, elle s'est dirigée vers la chambre. Je suis resté assis à la table, à attendre. Une dizaine de secondes plus tard, elle est revenue dans le salon, d'un pas plus rapide, le visage déjà crispé par l'incompréhension. Elle m'a demandé où étaient ses affaires. Je lui ai répondu, calmement, qu'elles avaient été livrées plus tôt. C'est le mot exact que j'ai employé. Livré. Elle a cligné des yeux, comme si son cerveau n'avait pas encore assimilé la phrase. Puis elle a demandé, livré où? Je lui ai donné l'adresse. Chez Gabriel. Pendant un instant, elle s'est contentée de me fixer. Ensuite, les questions ont fusé, tout en même temps. Pourquoi avais-je fait cela? Quel genre de blague stupide était-ce? Est-ce que j'essayais sérieusement de prouver quelque chose? Par jalousie? Je l'ai laissé terminer. Une fois qu'elle a arrêté de parler, j'ai expliqué la situation, le plus simplement possible. Elle avait clairement fait comprendre que Gabriel occupait toujours une place importante dans sa vie. Elle avait aussi clairement indiqué qu'elle ne me considérait pas comme un mari potentiel. J'avais donc résolu les deux problèmes. En même temps, ses affaires étaient déjà chez Gabriel. Les préparatifs du mariage avaient été annulés, plus tôt dans la semaine. Et comme le bail était à mon nom, la situation de l'appartement était on ne peut plus simple. Pour la première fois depuis que je connaissais Violet, elle a semblé sincèrement prise au dépourvu. Pas encore en colère, non. Juste confuse. Comme si la conversation s'était brusquement déplacée sur un terrain auquel elle ne s'attendait pas. La confusion sur son visage a duré une quinzaine de secondes. Puis s'est transformée en colère. Elle a croisé les bras, et a de nouveau inspecté l'appartement, comme si elle s'attendait à voir ses affaires réapparaître par magie. Constatant qu'elle n'était évidemment plus là, elle s'est retournée vers moi. Et a commencé à hausser le ton. Elle m'a demandé si j'avais vraiment emballé toute sa vie pendant qu'elle travaillait, comme un genre de psychopathe. Je suis resté assis, et j'ai gardé un ton tout à fait normal. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était soudain. La conversation que nous avions eue, quelques soirs plus tôt, était pourtant limpide. Elle avait dit que je n'avais pas l'étoffe d'un mari, et que je servais, en gros, d'entraînement. J'ai pris cette information au sérieux. Violet a ri, mais de ce rire agacé que les gens utilisent lorsqu'ils trouvent quelqu'un ridicule. Elle a affirmé que c'était, de toute évidence, une plaisanterie, et que les gens normaux n'annulaient pas un mariage et ne mettaient pas leur fiancé dehors pour une simple remarque sarcastique. Cette réaction m'a apporté beaucoup de réponses. Pour elle, cette remarque n'avait aucune importance. Pour moi, elle signifiait tout. Je lui ai expliqué que le mariage était déjà annulé, et que la question
Des acomptes avaient été réglés en début de semaine. La bague, elle aussi, avait été prise en charge. C'est à ce moment-là qu'elle a baissé les yeux vers sa main. Violet avait retiré sa bague à la boulangerie, ce matin-là, car elle n'aimait pas y accumuler de la farine. Elle l'a gardée dans une petite pochette à l'intérieur de son sac, pendant ses heures de travail. Lorsqu'elle a réalisé que le sort de la bague avait également été scellé, sa colère a changé de nature. Elle a commencé à m'accuser de surréagir à cause de Gabriel. Elle a répété qu'elle m'avait dit 100 fois qu'il n'était qu'un ami, et que les hommes sur deux ne paniquaient pas parce que leur fiancé avait des amis masculins. Je l'ai laissé parler, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à ajouter. Puis, je me suis levé. Je lui ai dit que la situation de l'appartement était simple. Le bail m'appartenait, et les fiançailles étaient rompues. Ses affaires se trouvaient déjà dans un endroit où elle se rendait visiblement avec plaisir, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus aucune raison de rester ici. À cet instant, Violet a enfin compris ce qui se passait réellement. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis m'a demandé si j'étais sérieusement en train de la mettre dehors. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à prendre les quelques affaires qui restaient dans son sac, puis se rendre chez Gabriel. Ses cartons l'y attendaient déjà. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil, Violet n'avait aucune réponse sarcastique en réserve. Violet est restée là un instant, comme si son cerveau essayait de rattraper le fil des événements. Puis, son attitude habituelle a repris le dessus. Elle a ricané, et m'a dit que je faisais un mélodrame. Selon elle, on ne rompt pas des fiançailles en jetant son partenaire à la porte pour une seule remarque ironique. Elle n'arrêtait pas de répéter que je surréagissais. Je ne suis pas entré dans ce débat. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la porte d'entrée, et je l'ai ouverte. C'est à ce moment-là que le ton a fini par changer. Violet m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que notre discussion était terminée. Ses affaires se trouvaient déjà chez Gabriel, et il ne restait plus rien à emballer ici, ce qui rendait l'étape suivante extrêmement simple. Elle devait partir. Elle a regardé la porte ouverte, comme si celle-ci l'offensait personnellement. Puis elle a dit quelque chose qui, honnêtement, résumait toute notre relation. Elle a affirmé que je ne pouvais pas la mettre dehors comme ça, sous prétexte que nous étions fiancés. Je lui ai rappelé que nous ne l'étions plus. Le mariage avait été annulé plusieurs jours auparavant, le cas de la bague était réglé, et le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. Elle a alors tenté une autre approche. Elle a affirmé qu'elle payait la moitié du loyer, et que, par conséquent, elle habitait là elle aussi. C'était un point facile à régler. Je lui ai dit que je lui renverrais la part de loyer qu'elle avait déjà versée pour le reste du mois. De cette façon, elle ne perdrait pas d'argent à cause de son départ anticipé. Pendant un instant, elle a semblé chercher un autre argument, mais il n'y en avait tout simplement plus aucun. Tout était déjà accompli. Ses affaires étaient parties. Le mariage n'était plus. La bague avait disparu. Et, désormais, la porte était ouverte. Violet a finalement saisi son sac sur la chaise, et l'a jeté sur son épaule. Elle s'est dirigée lentement vers le seuil, l'air toujours plus agacé qu'autre chose. Une fois dehors, elle s'est retournée, pour prononcer ce qui ressemblait à une dernière tentative de reprendre le contrôle de la situation. Elle m'a dit que je le regretterais une fois calmé. J'ai hoché la tête. Puis, je lui ai répondu que la maison de Gabriel n'était qu'à 15 minutes, et que, par conséquent, le trajet serait au moins pratique pour elle. Après cela, j'ai fermé la porte. L'appartement est devenu parfaitement silencieux dès que j'ai fermé la porte. Cela peut sembler être un instant dramatique, mais, pour être honnête, j'ai simplement ressenti un grand calme. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus cette tension sourde, en arrière-plan.
Plus de remarques passives-agressives à propos de Gabriel. Plus de petites piques sur la jalousie, ou sur la confiance en soi. Juste du silence. Je me suis préparé une autre tasse de café, et je me suis rassis à la table de la cuisine. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Violet. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné à nouveau, puis une troisième fois. Après le quatrième appel, elle est passée au SMS. Le premier message demandait si j'étais vraiment sérieux. Le second disait que je devais arrêter de faire le fou, et lui ouvrir la porte pour que nous puissions discuter comme des adultes. Le troisième message n'était qu'un long paragraphe expliquant qu'elle avait seulement plaisanté l'autre soir. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Environ 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci était différent. Apparemment, Violet s'était rendue en voiture chez Gabriel, et avait trouvé les cartons dans l'entrée, exactement là où je les avais laissés. Son message disait que je l'avais humilié en mêlant Gabriel à notre dispute. Cette partie-là m'a presque fait rire. Pendant des mois, elle avait mêlé Gabriel à notre relation, sans jamais y voir le moindre problème. Mais, soudain, cela devenait embarrassant lorsqu'il se retrouvait impliqué dans la rupture. Quelques minutes plus tard, un autre SMS est arrivé. Cette fois, elle disait que Gabriel ne comprenait rien à la situation, et n'arrêtait pas de lui poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. À nouveau, je n'ai pas répondu. Les messages continuaient de pleuvoir. Certains étaient furieux. D'autres étaient sur la défensive. Quelques-uns tentaient de paraître raisonnables, suggérant que nous devions simplement nous asseoir et discuter pour régler les choses. Le dernier message disait quelque chose d'intéressant. Violet écrivait que je lui donnais raison sur le fait que je n'avais pas l'étoffe d'un mari, car les hommes mûrs communiquent, au lieu de fuir devant les problèmes. J'ai regardé ce message une seconde, puis j'ai verrouillé mon téléphone, et je l'ai posé face contre table. De mon point de vue, la communication avait déjà eu lieu. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle pensait de moi, et j'y avais répondu en conséquence. Les messages ont fini par ralentir plus tard dans la soirée. Vers 20 h, mon téléphone a vibré à nouveau, mais ce n'était pas Violet. C'était Gabriel. Cela seul me laissait deviner que l'ambiance chez lui était sans doute devenue pesante. Son message était, en fait, plutôt court. Il me demandait si tout allait bien, en ajoutant que Violet venait de débarquer chez lui avec une pile de cartons, et une histoire qui n'avait pas beaucoup de sens. J'ai pensé à l'ignorer, mais Gabriel ne m'avait jamais rien fait de mal directement. Pour autant que je sache, l'essentiel de cette étrange dynamique venait de Violet, qui le gardait constamment dans les parages comme élément de comparaison. Je lui ai donc donné une réponse simple. Je lui ai dit que les fiançailles étaient rompues, et que Violet aurait probablement besoin d'un endroit où loger pour quelque temps. Ses affaires étant déjà chez lui, la situation devrait être simple à gérer. Il a répondu quelques minutes plus tard, pour me demander si Violet et moi avions eu une dispute à son sujet. J'ai de nouveau fait court. Je lui ai expliqué que cela ne le concernait pas directement, lui. C'était plutôt lié à la façon dont Violet envisageait notre couple, et à ce qu'elle en attendait. Après cela, Gabriel a envoyé un ultime message, qui traduisait surtout une profonde incompréhension. Il m'a dit qu'il pensait que Violet et moi étions solides, et qu'elle n'avait jamais mentionné de problème sérieux entre nous. Cela ne m'a pas surpris du tout. Violet aimait présenter les choses d'une manière qui la faisait paraître totalement raisonnable. Si un événement désagréable se produisait, elle s'arrangeait toujours pour le présenter comme la faute de l'autre, jugé trop peu sûr de lui, ou excessif. De son point de vue, toute cette situation semblait probablement surgir de nulle part. Mais du mien, elle couvait depuis des mois. Je lui ai écrit que je ne
M'attendais pas à ce qu'il prenne parti, et que la seule raison pour laquelle j'avais apporté les cartons chez lui était que Violet y passait déjà énormément de temps. Après cela, il s'est contenté d'une réponse d'un seul mot, compris. Environ 10 minutes plus tard, Violet a tenté de me rappeler. Cette fois, j'ai éteint mon téléphone. Pour ma part, la discussion était close. L'appartement était redevenu calme, et, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait simple. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 12 appels manqués, et une longue liste de messages en attente. La plupart venaient de Violet. J'ai d'abord préparé du café, puis je les ai lus posément, assis à cette même table de cuisine où tout avait commencé à s'effondrer, quelques jours auparavant. Le ton des messages avait changé pendant la nuit. Les premiers étaient enragés et sarcastiques. Ils étaient suivis par quelques tentatives d'explication, prétendant qu'elle m'avait seulement taquiné avec sa remarque sur l'étoffe d'un mari. D'après elle, j'avais complètement exagéré ce qui n'était qu'une boutade. Puis, les derniers messages ont encore changé de registre. À présent, elle voulait que l'on se voie pour discuter calmement. Elle affirmait que les adultes règlent leurs problèmes, au lieu de sacrifier une relation par simple fierté. J'ai lu tout cela sans répondre. Vers 9 heures du matin, un autre message est arrivé. Celui-ci était court. Violet écrivait que Gabriel lui avait dit qu'il ne se sentait pas à l'aise au milieu de ce qui se passait entre nous. Apparemment, il lui avait clairement fait comprendre qu'elle pouvait rester 2 ou 3 nuits si nécessaire, mais qu'il refusait d'être mêlé à cette histoire au-delà de cela. Ce détail, en toute franchise, était tout à fait compréhensible. De son côté, il s'était réveillé pour trouver les affaires de son ex-fiancé empilées dans son entrée, suivies d'une explication confuse sur des fiançailles rompues qu'il n'avait pas vu venir. J'ai fini mon café, et j'ai finalement envoyé une unique réponse. J'ai écrit à Violet qu'il n'y avait plus rien à dire. Le mariage était annulé, les fiançailles rompues, et ses affaires se trouvaient déjà en lieu sûr. Je lui ai également annoncé que je lui virais la part de loyer correspondant aux semaines restantes du mois, afin que tout reste parfaitement équitable. Elle a répondu. Quelques minutes plus tard. Elle m'a demandé si j'allais vraiment mettre fin à une relation de 3 ans. Pour une seule phrase sarcastique. J'ai réfléchi à cette question pendant un instant, puis j'ai répondu avec franchise. Ce n'était pas à cause d'une seule phrase. C'était à cause de ce qu'elle signifiait. Quand quelqu'un vous dit que vous n'avez pas l'étoffe d'un mari, et que vous servez simplement d'entraînement, tout en gardant tranquillement son ex en arrière-plan de votre relation, cette personne vous dit exactement comment elle vous perçoit. Je l'ai tout simplement cru sur parole, dès la première fois. Après cela, j'ai bloqué son numéro. L'appartement est resté silencieux. Et, pour la première fois depuis le début de nos fiançailles, j'ai eu le sentiment que ma vie avançait. Enfin, dans une direction qui avait du sens.